Bonjour, je m'appelle Cad. Juste après que mes parents ont embarqué sur leur vol pour l'Europe, mon grand-père, paralysé et tremblant, m'a empoigné la main et a chuchoté « Ne rentre pas à la maison ». J'ai entendu ce qu'il manigance. J'ai cru qu'il était simplement confus. Il ne l'était pas. La nuit même, j'ai découvert qu'ils avaient falsifié sa signature, vidé ses comptes et engagé quelqu'un pour s'assurer que nous ne parlerions plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'argent et qu'ils étaient prêts à effacer leur propre sang pour l'obtenir. Mais voici la partie à laquelle je ne cesse de penser. Ils ont souri en partant, comme si c'était déjà fait. Alors maintenant je vous le demande, quel genre de parents planifie votre disparition comme une transaction commerciale et s'attendent à ce que vous restiez silencieux? L'air nocturne à Helena était vif, sec et calme. J'ai garé le camion près du trottoir et je suis sorti, faisant craquer la neige éparse qui bordait l'allée de grand-père Hélé. La lumière du porche était déjà allumée, jetant une lueur jaune et fatiguée sur les marches ébréchées et les rampes couvertes de givre. Il était 20h15, un mardi ordinaire de fin d'automne. Mais quelque chose dans ma poitrine refusait de s'apaiser. Mes parents s'étaient envolés ce matin-là, en direction de l'Europe pour ce qu'ils appelaient un congé sabbatique en couple attendu de longue date. Personne n'avait demandé qui prendrait des nouvelles d'Ellery. Bien sûr, cette tâche tacite m'était revenue, comme toujours. Je suis le plus jeune, le discret, le roadkid facile à ignorer. La maison d'Ellery a craqué en signe de protestation lorsque j'ai ouvert la porte. La chaleur à l'intérieur sentait la vieille laine et le pain séché. C'était le genre d'odeur qui vous collait à la peau, comme un souvenir tenace. « Grand-père » ai-je appelé en entrant dans le salon. Aucune réponse. C'est alors que je l'ai vu près de la fenêtre, drapé dans cette vieille écharpe bleu marine qu'il portait toujours quand il avait froid, peu importe le thermostat. Il était affalé dans son fauteuil roulant, éclairé à contre-jour par les faibles lumières de la rue. « Salut » ai-je dit en m'accroupissant à côté de lui. « Ça va ?» Ses mains tâtonnaient faiblement sur la coudoir, tremblantes. J'ai tendu la main pour l'aider à se stabiliser, mais il a soudainement saisi mon poignet, fermement, plus fort que je ne l'aurais cru capable. Ses yeux étaient vifs, concentrés, pas confus comme d'habitude. « Ne rentre pas à la maison ce soir » a-t-il chuchoté. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ne rentre pas à la maison. Sa voix était basse, rauque, mais claire. Il prépare quelque chose. Je l'ai dévisagé. Mon cœur a raté un battement. Grand-père, de quoi tu parles? Mais il n'a pas répondu. Il a simplement continué à regarder par la fenêtre. Ses doigts ont lentement relâché leur prise. Mais quelque chose à propos de ce moment est resté coincé dans mes tripes. J'ai essayé de comprendre. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être que les médicaments lui brouillaient l'esprit. Il prenait de nouveaux anxiolytiques dernièrement, n'est-ce pas? Pourtant, il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air effrayé. J'ai fait le tour de la pièce, vérifiant s'il avait besoin d'eau, de quelque chose à manger. C'est là que je l'ai remarqué. Ses yeux dérivaient constamment vers le couloir, plus précisément vers la petite caméra en forme de dôme noir montée près du plafond. « Ils écoutent » a-t-il marmonné. Je me suis figé. Qui écoute? Ellery n'a pas répondu, il a juste resserré l'écharpe autour de sa poitrine. J'ai regardé la caméra. Elle avait toujours été là. Faisant partie du système de sécurité que papa avait installé l'année dernière, plus pour la forme que pour la fonction, mais la façon dont elle me fixait en retour me semblait intentionnelle. Un léger grincement a résonné dans le couloir. Je me suis retourné. Les lattes du plancher près de la chambre d'amis ont légèrement fléchi comme si quelqu'un y avait marché, mais personne d'autre n'était censé être à la maison. Je me suis approché, j'ai allumé la lumière, rien. Pourtant, lorsque j'ai ouvert les stores de la fenêtre du porche arrière, j'ai repéré quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Des empreintes de pas, fraîches. 2 paires, l'une s'éloignant du porche, l'autre s'en approchant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de sécurité. Toutes les caméras de la maison avaient été activées au cours de la dernière heure. Pas seulement celles du couloir, absolument toutes, salon, cuisine, chambre de grand-père, même la caméra dans l'escalier de service, celle que nous n'utilisions jamais. Et elles n'étaient pas en mode veille. Elles enregistraient. Un flux a attiré mon attention. La caméra faisant face à la chambre d'Ellery était inclinée, orientée directement vers son lit, et non vers la porte comme elle l'était auparavant. Qui diable a changé ça, ai-je marmonné.
Ellery a bougé derrière moi. Ne retourne pas chez toi, a-t-il répété. Sois silencieux maintenant. Promets-le-moi. J'ai hésité. Mes parents diraient que je réfléchissais trop, que je surréagissais, que je me faisais des idées. Mais chaque nerf de mon corps me disait le contraire. Je resterai ici ce soir, ai-je finalement dit, juste par sécurité. Ellery a à peine hoché la tête. Il n'a pas dit merci, il a juste attrapé son écharpe et l'a serrée comme une armure. Je me suis assis sur le canapé usé à côté de lui alors qu'il s'endormait lentement. Sa respiration était superficielle mais régulière. Je n'arrêtais pas de regarder les caméras, actualisant, vérifiant, revérifiant. Quelque chose n'allait toujours pas. C'est là que je l'ai vu. Le flux de la caméra dans le couloir. Il a bougé. Pas un bug, pas un décalage. Il bougeait. Je me suis penché plus près de l'écran, réalisant que la caméra ne fonctionnait pas mal. Quelqu'un à l'intérieur de la maison la contrôlait. L'inclinaison lente et mécanique de la caméra du couloir était précise, pas saccadée, pas aléatoire. Elle s'est tournée délibérément vers la porte d'entrée, puis s'est figée. Je suis resté à regarder, le souffle coupé, attendant qu'elle bouge à nouveau. Elle ne l'a pas fait, mais le mal était fait. Il n'y avait aucun moyen que je puisse expliquer cela comme un simple bug. J'ai fermé l'application et j'ai regardé Ellery. Il dormait toujours, ses mains reposant sur l'écharpe bleu marine comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. L'air à l'intérieur de la maison semblait plus froid qu'une heure auparavant. Pas physiquement, bien que le chauffage se soit enclenché avec un faible grognement, mais plus froid de la manière dont le silence devient lourd lorsqu'il est porteur de sens. J'ai chuchoté près de l'oreille d'Ellery, ne bouge pas. Ne dis rien si tu te réveilles. Reste immobile. Je me suis levé et j'ai traversé le couloir à pas prudents. Chaque latte de plancher avait sa propre voix. J'avais grandi ici. Je savais exactement lesquels grinçaient et lesquels non. Ce soir, chaque son semblait amplifié. En passant devant la caméra du salon montée au-dessus de la porte, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Elle avait de nouveau bougé, très légèrement, mais suffisamment pour être perceptible. Je l'ai atteinte et l'ai ajustée manuellement, la tournant de nouveau vers la cuisine. Au moment où j'ai lâché prise, elle a tressailli et est revenue à sa position antérieure. Ce n'était pas un décalage. C'était un contrôle. Quelqu'un regardait activement, et il avait un but précis. De retour dans le couloir, j'ai revérifié l'application. La caméra à l'extérieur de la porte d'Ellery s'était également inclinée, maintenant fixée carrément sur la poignée. Un flux a cliqué doucement comme une mâchoire mécanique qui se resserre. J'ai senti une étincelle de colère monter dans ma poitrine. Qui diable faisait ça? Mes parents étaient à mi-chemin de l'Atlantique. Mon frère aîné n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis 2 ans. Ma sœur faisait semblant de ne pas appartenir du tout à cette famille. Alors pourquoi quelqu'un traitait-il la chambre d'Ellery comme une cible? J'ai envisagé d'appeler la police, mais la dernière fois que je l'ai fait pour un cambriolage dans mon appartement, j'ai fini par passer pour un paranoïaque. Ma mère m'avait dit par la suite, « Cad, tu surréagis aux ombres. Ça a toujours été ton problème. » Mais ce n'était pas une ombre. J'avais besoin d'un moment. Quelque chose de banal pour briser la tension. Je me suis dit qu'Ellery pourrait bientôt avoir besoin d'eau. Alors, je suis allé dans le garde-manger. Et c'est là que j'ai trouvé la deuxième chose qui clochait. Les bonbonnes d'un gallon bien alignées sur l'étagère du bas n'étaient pas de la bonne marque. Absolument toutes. Ellery ne boit que de la Glacier Ridge. Il l'a toujours fait. Il insiste toujours sur le fait qu'elle a un goût pur comme l'eau des montagnes. Mais ce soir, l'étagère était remplie de bouteilles étiquetées Crystal Meadow. J'en ai sorti une. Même forme, même bouchon, poids différent, odeur différente. J'ai vérifié les dates d'expiration. Chaque bonbonne avait été achetée au cours des dernières 48 heures. Ellery n'a pas conduit depuis des mois. Il ne peut pas soulever une bonbonne, encore moins les transporter depuis la voiture. Quelqu'un était venu ici récemment, discrètement. Je suis resté là, la bonbonne à la main, la prise de conscience s'installant comme le givre rampant sur une vitre. J'ai ramené l'eau dans le salon. En passant dans le couloir, j'ai entendu quelque chose de doux, à peine audible. Un seul déclic à la porte arrière. Les yeux d'Ellery se sont ouverts d'un coup. « Tu l'as verrouillé ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit, mais la poignée a cliqué de nouveau.
Un test lent et subtil, pas forcé, juste une vérification. J'ai posé la bonbonne doucement et me suis accroupi à côté du vieil homme. Ne t'inquiète pas, ai-je chuchoté. Nous ne sommes pas seuls, mais nous ne sommes pas sans défense non plus. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. La peur a cessé d'être passive. J'ai commencé à réfléchir avec un but. J'ai revérifié que la porte arrière était verrouillée. J'ai vérifié toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Sécurisées. J'ai même veillé à ce que les freins du fauteuil roulant d'Ellery soient enclenchés au cas où nous aurions besoin de bouger rapidement. Le panneau du système d'alarme indiquait que tout était armé, mais je ne lui faisais pas confiance. Cela m'a frappé soudainement. Cette maison avait été préparée, non seulement pour la sécurité, mais pour autre chose. Quelqu'un avait arrangé cet endroit en prévision d'un événement, ou peut-être d'une disparition. Et je n'étais pas censé être là pour en être témoin. Je me suis rassis sur le canapé à côté d'Ellery et j'ai essayé de rassembler mes pensées. Mes doigts frottaient distraitement une profonde égratignure sur la coudoir en bois. Un souvenir a refait surface. J'avais 15 ans. Papa venait d'installer des caméras intérieures pour la sécurité. La même semaine, un vase s'est brisé dans l'entrée. J'ai juré que je ne l'avais pas touché, mais les images de la caméra me montraient près de lui. C'était suffisant. Maman a dit, tu as toujours eu un problème pour dire la vérité. Je n'avais pas cassé le vase, mais cela n'avait pas d'importance. L'image avait été montée, littéralement. Et maintenant, 20 ans plus tard, j'assistais au même genre de mise en scène silencieuse. Je ne serais pas effacé cette fois. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un serrurier 24 heures sur 24. Une voix robotique m'a mis en attente. Temps d'attente estimé, 45 minutes. J'ai regardé par la fenêtre. Pas de voiture, pas de lumière aux fenêtres des voisins. La ville semblait silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Ellery a de nouveau bougé dans son sommeil. J'ai mis une couverture sur lui. Un léger bourdonnement provenait de la table basse. La tablette d'Ellery. Je l'ai prise. Mouvement détecté. Porte du sous-sol. Je me suis figé. Personne n'a ouvert ce sous-sol depuis des années. J'ai affiché le flux. C'était sombre, granuleux. Puis un mouvement. Une forme de taille humaine émergeant juste au-delà du cadre des escaliers. Pas moi, pas Ellery, quelqu'un d'autre. J'ai tapoté à nouveau l'écran, priant pour que l'image soit un bug, mais l'ombre s'est approchée, lente et délibérée. Ce n'était pas le scintillement d'un animal qui passe. Ce n'était pas de la statique. Elle se déplaçait comme une personne qui savait exactement où elle allait, et cela, plus que tout, me terrifiait. L'image était granuleuse, pleine de bruit numérique. J'ai essayé de zoomer, plissant les yeux pour voir au-delà de la distorsion. Juste au bord de l'escalier du sous-sol, je pouvais distinguer une silhouette partielle. Une silhouette, pas pressée, pas maladroite, mais stable, contrôlée, confiante. Il n'y avait plus de doute dans mon esprit. Je me suis détourné de l'écran, le pouls martelant dans mon cou. La maison semblait plus petite, plus étroite, comme si les murs se refermaient. Ellery s'est réveillé sur le canapé. Cad, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un en bas. J'ai hésité. Je ne voulais pas nourrir sa peur, mais je ne pouvais pas mentir non plus. Ce n'est peut-être rien. Ça pourrait être un raton laveur ou l'angle de la caméra qui déconne. Il a plissé les yeux. Tu n'as jamais été un bon menteur. Non, je ne l'étais pas. Je n'ai jamais eu besoin de l'être. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à me faire dire ce qui était vrai, même quand ce n'était pas le cas. Mes parents avaient une façon de réécrire la réalité, et le reste d'entre nous était juste censé hocher la tête. Je me suis levé et j'ai marché lentement vers la porte du sous-sol, juste à côté de la cuisine. Elle semblait intacte, mais en m'approchant, je l'ai vue, à peine visible dans la faible lumière du couloir. Une légère traînée de poussière autour du loquet, dérangée en forme de croissant. Quelqu'un l'avait touchée, et récemment. Ma peau s'est hérissée. J'ai tourné la poignée doucement. Elle était toujours verrouillée. J'ai collé mon oreille contre le bois. Rien. Aucun mouvement. Mais cela ne signifiait pas que c'était vide en bas. En revenant au salon, j'ai vérifié à nouveau le flux de la caméra. La silhouette s'était déplacée davantage, maintenant presque au centre de l'image. L'éclairage ne me permettait pas de voir les détails. Pas de visage,
pas de couleur, juste ce contour solide. Mais autre chose a attiré mon attention. J'ai zoomé sur le bas des escaliers. Là, clairement visible sur le sol en béton, se trouvait une seule empreinte de pas, fraîche, à moitié humide, et bien trop grande pour être la mienne. J'ai reculé de l'écran, le souffle court. Il y a des années, quand j'avais 10 ans, une empreinte similaire était apparue dans le couloir à l'étage, boueuse, traversant le sol propre. J'ai été immédiatement accusé. Ne me mens pas, Cad, avait dit papa. Tu es le seul à la maison. Mais l'empreinte était plus grande que mon pied. Je me souviens l'avoir comparée à la mienne, côte à côte. Je l'ai montré, j'ai essayé d'expliquer. Ça n'a pas eu d'importance. C'est la dissimulation qui me déçoit, avait dit ma mère avec ce ton-là ce qu'elle me réservait. C'était la première fois que je réalisais que la vérité ne me protégeait pas dans cette maison. Maintenant, des décennies plus tard, ça se reproduisait. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui étais piégé. Pas encore. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti la vieille batte de baseball d'Ellery. Le bois était éraflé et poli là où ses mains l'avaient autrefois saisi saison après saison. J'ai testé le poids. Lourd, solide. J'ai fait ma ronde, vérifiant chaque fenêtre, m'assurant que chacune était verrouillée, sécurisée. J'ai examiné les cadres de porte, testé les verrous. Qui que ce soit, il était entré une fois. Il pourrait réessayer. J'étais en train de tracer mentalement un itinéraire pour sortir de la maison quand mon téléphone a vibré, un message vocal, pas d'identifiant d'appelant, juste un horodatage envoyé il y a 4 heures. J'ai froncé les sourcils. C'était avant même que mes parents n'embarquent pour l'Europe. J'ai appuyé sur lecture. Cad. La voix de mon père crépitait. Écoute-moi. Ne reste pas à la maison ce soir. Ne discute pas, va simplement ailleurs. Je t'expliquerai plus tard. Puis le silence. Pas d'au revoir. Pas un souffle. Juste cette seule instruction. Je me suis assis. Ce message vocal n'était pas destiné à ce que je l'entende. Pas encore, en tout cas. Et ça changeait tout. Mes parents avaient insisté pour que je vienne voir Ellery. Ils avaient dit que le voyage était attendu depuis longtemps. Qu'il se sentirait mieux en sachant que quelqu'un était dans la maison. Mais ceci. C'était un avertissement préventif. Ils savaient que quelque chose se passerait ce soir et ils m'ont envoyé quand même. Essayaient-ils de me protéger ou de m'écarter? Quoi qu'il en soit, ils avaient menti. L'air semblait plus rare. J'ai revérifié l'horodatage. 4 heures avant leur vol, ce qui signifiait que quoi que ce soit qui se trouvait au sous-sol, ils s'attendaient à ce qu'il soit là. J'ai regardé Ellery. Il était réveillé maintenant, ses yeux me regardant comme s'il savait déjà ce que j'avais entendu. Nous devons partir, ai-je dit doucement. Ellery secoua la tête. Trop fatigué. Mes jambes ne me portent plus ce soir. Laisse-moi juste me reposer. Je me suis mis à genoux à côté de lui. Nous n'avons pas le choix ce soir. Il n'a pas discuté après ça, il a juste hoché lentement la tête et a commencé à chercher les accoudoirs. Un bruit sourd a résonné d'en bas. Pas fort, mais pas le genre de bruit que l'on confond avec de la plomberie ou de vieux tuyaux. C'était un bruit lourd, humain. Ellery a sursauté. Je n'ai pas hésité. Je l'ai poussé en fauteuil roulant vers le garage, en évitant le couloir principal, en restant hors de vue des caméras. J'ai ouvert le placard latéral où il gardait une vieille trousse d'urgence pile, lampe de poche, téléphone de secours et j'ai tout pris. À la porte du garage, j'ai appuyé sur le bouton. Le moteur a gémi. La porte s'est levée à mi-chemin, puis s'est arrêtée, a tressailli, s'est bloquée, comme si quelque chose la retenait. J'ai juré à voix basse et j'ai tiré sur le déclencheur manuel. Elle est retombée avec un bruit métallique. Puis j'ai glissé une tige de métal en dessous et l'ai forcée vers le haut. Les ressorts ont protesté, mais elle s'est soulevée centimètre par centimètre. Nous étions presque sortis. J'ai poussé Ellery vers la voiture, ouvert la portière passager, l'ai aidé à monter. Il respirait lourdement, mais ne s'est pas plaint. J'ai claqué la portière, fait le tour du côté conducteur et me suis figé. Le grincement a résonné dans le garage derrière moi. De retour dans la maison. La porte du sous-sol s'ouvrait. Je n'ai pas regardé en arrière alors que la porte du sous-sol grinçait derrière nous. J'ai enclenché la marche arrière, mon cœur battant plus fort que les pneus crissant sur le béton.
La porte du garage ne s'était pas complètement levée, mais c'était assez haut. J'ai appuyé à fond. La voiture a raclé sous le panneau ascendant avec un grincement strident, mais nous sommes passés. Les roues arrière ont touché la rue. J'ai tourné le volant brusquement, les phares balayant les trottoirs enneigés, et nous étions partis. Ellery était assis à côté de moi, silencieux mais tremblant. Son écharpe était en boule sur ses genoux, les jointures blanches alors qu'il la serrait comme une bouée de sauvetage. L'air froid du Montana mordait à travers les vitres fissurées, mais je n'osais pas ralentir assez longtemps pour régler le chauffage. « Ça va ?» ai-je demandé, gardant une main lâche sur le volant, l'autre sur son bras. Il a à peine hoché la tête. Sa respiration était superficielle. « Cette porte. »« Je sais », ai-je dit doucement. Nous sommes sortis. C'est ce qui compte maintenant. Les routes s'étendaient devant nous, désertes, pas même une seule paire de phares dans les deux sens. Normalement, cette partie d'Helena avait un conducteur de fin de soirée occasionnel ou une déneigeuse. Mais ce soir, rien. Le calme ne semblait pas paisible. Il semblait mis en scène. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la périphérie. Chaque kilomètre plus loin de la maison me faisait me sentir à la fois plus en sécurité et plus exposé. Le son des pneus sur l'asphalte était régulier, mais mes pensées ne l'étaient pas. Je n'arrivais pas à me sortir cette silhouette de la tête. La façon dont elle bougeait, la confiance. Ce n'était pas un voleur ou un squatteur. Quiconque était dans ce sous-sol savait qu'il était censé être là. Et la voix de mon père résonnait à nouveau. Ne reste pas à la maison ce soir. Ne discute pas, pourquoi envoyer ce message avant de s'envoler? Ellery rompit le silence avec un murmure. Ils ont commencé tôt. Je les regardais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça, il, grand-père? Mais ses yeux étaient fermés. Que ce soit par épuisement ou par peur, je ne pouvais pas le dire. Il ne parla plus. J'ai conduit encore 30 minutes, en m'en tenant aux routes secondaires. Finalement, j'ai repéré l'enseigne aux néons vacillante d'un motel de bord de route, le Golden Pine Inn. Un de ces endroits qui n'avaient pas été rénovés depuis les années 70, paiement en espèces seulement, et probablement pas connecté à un système qui pourrait nous retrouver. Je me suis garé dans un coin, sous un lampadaire éteint. Le parking était presque vide. J'ai laissé le moteur tourner, puis j'ai couru à l'intérieur jusqu'à la réception. Le réceptionniste, un homme d'âge moyen avec des lunettes de travers, a à peine levé la tête de la petite télévision en noir et blanc derrière le comptoir. Simple ou double, a-t-il demandé, la voix pâteuse de fatigue. Double, ai-je dit, en posant l'argent sur le comptoir. Pas de pièce d'identité, n'est-ce pas? Il a regardé les billets, a haussé les épaules et a fait glisser une clé sur le comptoir. Chambre 6, au bout du parking. J'ai ramené la voiture, j'ai fait descendre Ellery lentement, en faisant attention de ne pas trop le bousculer. Ses yeux se sont rouverts une fois que nous étions à l'intérieur, mais il n'a pas parlé. La chambre sentait légèrement l'eau de javel et le moisi, mais elle était chaude. J'ai double verrouillé la porte, fermé les rideaux hermétiquement et j'ai tiré la chaise du coin sous la poignée, au cas où. Ellery s'est assis sur le bord d'un lit, expirant par le nez, les mains toujours tremblantes. Je me suis accroupi pour vérifier les roues de son fauteuil. L'une avait une légère oscillation après notre fuite précipitée du garage. C'est là que je l'ai remarqué. Le panneau inférieur juste sous le coussin était légèrement entrouvert. J'ai glissé la main dessous, l'ai ouvert, et à l'intérieur se trouvait un petit téléphone prépayé noir, un burner phone, enveloppé dans un mouchoir plié. Je me suis figé. Grand-père, ai-je dit lentement, en le brandissant. Qu'est-ce que c'est? Son visage est devenu pâle. Tu n'étais pas censé trouver ça tout de suite. Je me suis assis à côté de lui, la voix basse. Pourquoi y a-t-il un téléphone secret dans ton fauteuil? Ils peuvent suivre ma ligne habituelle, a-t-il chuchoté. Mais pas celle-là. Celle-là est plus sûre. Ma main s'est resserrée autour de l'appareil. Plus sûr de qui? Il a baissé les yeux sur ses genoux. 2. Le téléphone a vibré dans ma paume. J'ai failli le laisser tomber. Un nouveau message. Je l'ai ouvert. Ça se passe ce soir. Assure-toi qu'il soit seul. Mon cœur s'est arrêté. La pièce est devenue glaciale. J'ai fixé l'écran, le poids de ces mots s'enfonçant en moi comme une pierre. Il pouvait parler d'Ellery ou de moi. Dans tous les cas,
quelqu'un pensait que l'un de nous devait être isolé. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient vitreux, bordés de rouge. Il pense que je t'en ai trop dit, dit-il doucement. C'est pour ça que tu es en danger maintenant. Mon estomac s'est noué. Qui a envoyé ça? Il secoua la tête. Je n'en suis pas sûr, mais si tu avais vu ce que j'ai vu, tu saurais que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est le contrôle. M'effacer. T'effacer. Et personne ne se demande où est passé l'héritage. Je me suis passé une main sur le visage. Je ne veux pas y croire, ai-je marmonné. Que mes propres parents puissent. La voix d'Elry s'est brisée. Ils n'arrêteront pas. Pas tant que je respirerai encore. Il ne pleurait jamais, même pas après son AVC. Mais maintenant, je voyais les larmes. Il a rapidement tourné la tête, mais je l'ai senti tout de même. J'ai pris une profonde inspiration et me suis ressaisi. Assez de peur. Assez de tourner en rond. J'ai rouvert la trousse médicale, l'ai réorganisée. Je l'ai emballée plus serrée. J'ai pris le chargeur de secours et branché le téléphone prépayé. J'ai pris une photo du message et l'ai envoyé sur mon stockage en ligne, au cas où. J'ai vérifié les rideaux. Le parking était toujours vide. Puis j'ai mis une serviette pliée sous la porte et j'en ai enroulé une deuxième derrière la grille de chauffage. Pas de courant d'air, pas de fuite de son. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était de la planification. Alors que j'étais assis sur le bord du lit, essayant de rassembler mes pensées, le silence dans la pièce a changé. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Depuis le parking, je l'ai entendu. Un moteur, bas, grondant, pas en train de passer, mais à l'arrêt. Je me suis approché lentement de la fenêtre. Puis, du parking devant notre chambre, le moteur d'une voiture a vrombé et est resté là, tournant au ralenti dans l'obscurité. J'ai écarté le rideau d'une fraction de pouce et j'ai vu des phares dirigés droit sur notre porte. Il ne vacillait pas. Il ne baissait pas d'intensité. Il restait là, comme des yeux qui regardaient, sans ciller. Le moteur continuait de ronronner, bas, régulier, remplissant le silence de la pièce d'un poids invisible. Ne bouge pas, ai-je chuchoté à Elry, en faisant attention que ma voix ne porte pas, reste silencieux. Ses mains ont serré les bras du fauteuil roulant plus fort que je ne l'avais jamais vu. Je pouvais entendre sa respiration se bloquer. Il n'a pas demandé ce que je voyais. Je pense qu'il le savait déjà. Dehors, le moteur a vrombé une fois, puis la voiture a commencé à se déplacer lentement. Pas comme quelqu'un qui passe ou qui cherche une place de parking. Non, c'était différent. Elle a avancé au pas, puis s'est arrêtée juste devant notre chambre. Mon cœur a pris un nouveau rythme. Une sueur froide a coulé dans mon dos. J'ai plissé les yeux. La forme de la voiture m'était familière. Une Lexus argentée, vitre teintée foncée. Ça aurait pu être n'importe quel SUV récent, mais mon instinct me disait le contraire. Le partenaire d'affaires de mon père en conduisait une exactement comme celle-là. Bien sûr, je ne pouvais pas en être sûr. Pas à travers un rideau épais, pas dans le noir, mais la seule pensée suffisait à me faire remettre en question chaque coïncidence. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme est sorti. Aucune lumière n'atteignait son visage, mais sa carrure était solide. Épaules larges, pas lent. Il ne s'est pas dirigé vers la porte. Il n'a pas frappé. Il est juste resté là, immobile, nous faisant face. La tension dans la pièce s'est épaissie comme du brouillard. J'ai fait un petit pas en arrière, bloquant la vue d'Elry avec mon corps. Elry a laissé échapper un gémissement à peine audible. Ça a brisé quelque chose en moi. Je me suis accroupi, j'ai doucement touché son épaule. Je suis là. Il n'entrera pas, l'homme à la porte. Il a attendu. Puis la poignée de la porte a bougé, une seule fois. La chaise que j'avais calée sous la poignée a tenu bon, en grinçant légèrement. Je pouvais sentir le corps d'Elry tressaillir derrière moi. Puis sont venus les bruits de pas, qui s'éloignaient, mais pas loin. Ils ont tourné, s'estompant d'abord, puis réapparaissant près de la fenêtre de la salle de bain. J'ai vérifié, bien verrouillé. Pourtant, ma main a plané là un instant de plus, pour revérifier. Nous étions piégés. J'ai reculé lentement, m'affaissant sur le sol derrière le lit. Les yeux d'Elry se sont croisés avec les miens. Une peur pure. Je l'avais amené ici.
J'avais promis qu'il serait en sécurité. Et maintenant, je ne savais même pas qui était de l'autre côté de ce mur. Comment en étions-nous arrivés là? Si je n'avais pas insisté pour retourner à la maison cette nuit-là, si j'avais juste pris Ellery et que j'étais parti dès que mes parents s'étaient envolés pour l'Europe. Cette pensée s'est logée profondément dans ma poitrine. Culpabilité, regret, honte. Je l'ai retournée encore et encore dans ma tête jusqu'à ce que j'oublie presque le danger extérieur. Puis Ellery a chuchoté, la voix tremblante mais claire. Ta mère ne fait pas de menaces, Cad. Elle prend des dispositions. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Le silence extérieur a de nouveau changé. Une porte a claqué, puis une autre. Le moteur a grondé plus fort. La voiture a commencé à tourner sur le parking, non pas en partant à toute vitesse, mais en patrouillant, en surveillant. Je ne savais pas s'il reviendrait. J'ai agi rapidement, silencieusement. J'ai vérifié la sortie arrière, déverrouillée. Note mentale, l'allée passe devant la benne à ordures, débouche sur une route secondaire. Une seule issue. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. J'ai refusé l'appel instantanément. Une icône de messagerie vocale est apparue. J'ai attendu 5 secondes, puis j'ai appuyé sur lecture. C'était la voix de ma mère. Ne sois pas difficile ce soir. Nous n'avons besoin que d'une seule signature. Papa a déjà accepté. Son ton n'était ni en colère, ni suppliant. Il était final. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Signature. Papa a accepté. J'ai fixé le mur en face de moi, mais je ne voyais rien. Mon esprit était complètement ailleurs. Il n'avait pas besoin de nous deux. Juste la signature d'Ellery. Sur quoi? Son héritage. Un transfert de contrôle. Et s'il ne signait pas, il savait où nous étions. Il savait quand nous serions vulnérables. Ce n'était pas un accident. Cet homme dehors, ce n'était pas un rôdeur au hasard. C'était une pression, un avertissement. Signe. Obéis ou disparaît. J'ai regardé Ellery. Il s'essuyait les yeux tranquillement, comme s'il avait honte de pleurer. Cet homme avait survécu à 2 AVC, à 20 ans de manipulation familiale. Et pourtant, le voilà en train de craquer. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Il secoua lentement la tête. N'ose pas dire ça. Tu es le seul qui soit resté. J'ai dégluti difficilement. Je n'avais plus le choix. J'ai sorti le sac d'urgence de sous le lit, l'ai glissé sur mon épaule. Nous partons maintenant. Je l'ai soulevé avec précaution pour l'installer dans le fauteuil, l'ai emmitouflé dans le gros manteau qu'il gardait sous le siège. Puis j'ai entrouvert la porte d'1 centimètre, juste assez pour vérifier. Le parking était calme. La Lexus était partie, mais mon instinct me disait que nous n'étions pas tirés d'affaire. Nous nous sommes glissés par le couloir arrière jusqu'à l'allée. L'ombre de la benne à ordures nous a engloutis un instant avant que nous n'atteignions ma voiture, toujours garée derrière, cachée de la route principale. Ellery s'est installé sur le siège passager pendant que je démarrais le moteur. Aucun mouvement dans le rétroviseur jusqu'à 2 pâtés de maison derrière. Des phares se sont allumés, une autre voiture. Elle n'a pas bougé. Pas encore. Je suis sorti lentement, j'ai tourné sur la route principale. Dans le rétroviseur, les phares suivaient. Mes mains se sont crispées sur le volant. Quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus me permettre le bénéfice du doute. Il ne s'agissait plus d'un héritage. Il s'agissait d'élimination, d'effacement. C'est là que je me le suis finalement avoué. Quiconque nous suivait n'allait pas attendre le matin. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, les pneus crissant alors que je poussais la voiture au-delà de ses limites. Dans le rétroviseur, les phares ont surgi, gagnant du terrain. Trop réguliers, trop proches. Ils ne faisaient pas que nous suivre, ils nous chassaient. À côté de moi, Ellery s'agrippait à la poignée de la portière des 2 mains, le corps tendu. Il s'est tourné vers moi, la voix basse mais claire. Ils ne vont pas s'arrêter. Je sais, ai-je marmonné. L'autoroute déserte du Montana s'étendait devant nous comme un ruban sombre. Pas de sortie, pas d'air de repos. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, l'icône de signal grise. J'ai essayé quand même, j'ai composé le 911. Pas de service, zone blanche. J'ai juré à voix basse et j'ai pris une sortie à droite brusquement.
Le gravier crépitait sous les pneus. La route secondaire était étroite et serpentait dans une forêt de pins. S'ils voulaient une poursuite, j'en avais fini de leur donner une ligne de vue dégagée. Pendant une seconde, j'ai cru que nous les avions semés. Puis les phares sont réapparus, suivant mon virage, sans jamais manquer un battement. Ils étaient prêts pour ça. La respiration d'Ellery était devenue superficielle. « Ta mère a vraiment planifié ça ?» Elle m'a dit de ne pas être difficile, ai-je dit, la mâchoire serrée. Elle a dit qu'ils avaient besoin d'une signature. Papa a déjà accepté. La tête d'Ellery s'est inclinée comme si quelque chose s'était brisé en lui. Je savais qu'elle essaierait, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes doigts étaient crispés sur le volant, mes yeux balayant la route à la recherche d'un chemin de traverse, d'un fossé, de n'importe quoi. La route s'est encore rétrécie. Plus de garde-fous maintenant, juste la forêt et des pentes abruptes. J'ai légèrement dévié, les pneus frôlant le bord en gravier, et j'ai redressé juste avant de nous planter dans les arbres. Je sentais mon pouls dans mes oreilles. « Ça va ?» ai-je demandé. Ellery n'a pas parlé. Il a juste à peine touché mon bras. Derrière nous, les phares ont surgi. Un virage brusque. Ils essayaient de nous dépasser. Non, 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 ai-je marmonné, en freinant brusquement alors que leur voiture dérapait devant nous, coupant la voie. Le métal a grincé. Nous avons dérapé, la poussière et le gravier explosant autour de nous. Quand la voiture s'est arrêtée, je n'ai pas bougé pendant une seconde. Mon cœur battait la chamade dans ma gorge. Le silence, à l'exception du ronronnement du ralenti de l'autre véhicule, garé à 3 mètres devant. Feux éteints maintenant, moteur ronronnant. Puis une porte s'est ouverte. Un homme est sorti. Épaules larges, grand, marchant comme s'il avait tout le temps du monde. Il n'a pas couru, n'a pas crié. Il s'est juste avancé. Je suis sorti du siège conducteur avant qu'il ne puisse nous atteindre, fermant la porte derrière moi. Je ne l'ai pas verrouillée. Trop tard pour ça. Mais je me suis tenu directement entre lui et la porte d'Ellery. À 1 mètre, il s'est arrêté. Il m'a regardé de haut comme quelqu'un qui vérifie un badge nominatif. « Cad » a-t-il dit. Je me suis raidi. « Vous vous trompez de personne. » Non. Sa voix était basse, calme, comme un homme livrant des colis, pas des menaces. Vous n'étiez pas censé fuir ce soir. J'ai fait un pas en avant. Qui vous envoie? Il n'a pas scié. Votre père a dit que vous rendriez ça plus difficile que nécessaire. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était plus implicite. Il l'a dit. Papa, mon père, le fils unique d'Ellery. Derrière moi, Ellery a dit d'une voix rauque, ne crois pas tout ce qu'il dit. Mais sa voix était faible, trop faible pour avoir du poids. L'homme a regardé au-delà de moi, vers la voiture. Ça se termine ce soir, d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dévisagé. Vous me menacez? Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il a lentement mis la main dans sa veste. Mes genoux se sont légèrement fléchis, mon poids s'est déplacé, prêt à bouger. Courir, frapper, peu importe ce qui allait suivre. Mais je n'ai pas bougé. Lui non plus. Et puis sa main est sortie. Petite, métallique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous ne sortirions pas de là indemnes. Il la tenait entre 2 doigts, laissant le clair de lune scintiller sur son bord alors qu'il s'approchait. J'ai plissé les yeux à travers la brume de poussière et d'adrénaline, essayant de distinguer la forme, m'attendant à une arme. Quelque chose de petit, de froid, de final. Mes muscles se sont tendus. Je me suis préparé. Il a fait un mouvement rapide du poignet. Ce n'était pas une lame. C'était une pince en métal. Une simple pince argentée. À l'intérieur était plié quelque chose de rigide, du papier. Confus, je l'ai regardé le jeter par terre entre nous. Il a atterri légèrement, comme s'il n'avait pas de poids, mais au moment où il a touché le gravier, j'ai su que c'était un mensonge. Il ne voulait pas que vous voyiez ça tout de suite, a dit l'homme. Je me suis penché, les yeux toujours rivés sur lui, et je l'ai ramassé. C'était un document, épais, avec une texture légale, le genre de papier que les avocats aiment. Mes mains tremblaient en le dépliant. Le nom d'Ellery était en haut, sa signature en bas, et entre les deux, mon nom. Pas le leur. Pas eux, le mien.
Je n'ai même pas réalisé que j'avais arrêté de respirer jusqu'à ce que je m'entende halter. Pourquoi transportez-vous ça, ai-je demandé, la voix basse. L'homme n'a pas répondu. Il a juste regardé, impassible. Derrière moi, la voix d'Elry est venue, à peine audible. J'allais te le dire quand je saurais que tu étais en sécurité. Je me suis tourné pour le regarder. Son visage s'était affaissé, pas les plié par la culpabilité. Tu m'as désigné. J'ai toujours eu l'intention de le faire. Je ne m'attendais simplement pas à la réaction que cela provoquerait. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il s'en prenne à toi. Je pensais que ton père serait en colère, a-t-il dit. Je ne pensais pas qu'il serait cruel. J'ai secoué la tête. Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu. Tu n'étais pas prêt, a-t-il dit plus doucement cette fois. Tu croyais encore qu'il t'aimait. L'homme de main s'est éclairci la gorge et je me suis retourné vers lui. Sa posture avait changé. Moins de menaces, plus de résignation fatiguée. Il pensait qu'il te l'avait déjà donné, a-t-il dit. Tes parents. C'est pour ça qu'ils ont paniqué. Je l'ai dévisagé. Et maintenant, vous le livrez. Quel est votre travail exactement? Menace ou paperasse? Il n'a pas sourcillé. Les deux, si nécessaire. Pourquoi la porter maintenant? Il a hésité, puis a détourné le regard vers la route. Il dépose des papiers d'urgence, à la première heure, pour le faire déclarer mentalement incompétent. J'ai cligné des yeux. Quoi? Si vous ne coopérez pas, ils prétendront qu'il est instable. Sa signature invalide. Votre revendication annulée. Une rage a éclaté si vite en moi qu'elle a brouillé ma vision. Ils essaient de l'effacer. Ils essaient de protéger leur avenir, a-t-il dit comme si cela le justifiait. Je me suis approché. Vous nous avez pourchassés. Vous nous avez coupé la route. Ça ne ressemble pas à une résolution pacifique pour moi. Vous avez fui, a-t-il dit simplement. Ça a compliqué les choses. Derrière moi, Elry a de nouveau parlé, cette fois avec plus de force. Dites-leur que je ne signerai rien. Dites-leur que je suis sain d'esprit, conscient et non consentant. L'homme a gloussé à voix basse. Ils n'ont pas besoin de votre consentement si le juge est d'accord. J'ai regardé Elry. Ses épaules s'affaissaient, mais ses yeux, eux, étaient stables. Il ne reculait pas, et cela me terrifiait plus que tout. Je me suis retourné vers l'homme. S'il est déclaré incompétent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la succession, avec lui, et je ne suis rien légalement. L'homme a hoché la tête. Oui. Je me suis avancé. Alors voici la partie que vous n'avez pas calculée. Il a haussé un sourcil. Vous ne l'emmènerez nulle part. Silence. Puis l'homme a bougé rapidement, a attrapé mon épaule, ses doigts se resserrant. J'ai repoussé plus fort que je ne le voulais. Il a trébuché d'un demi-pas. Des années de ressentiment refoulé se sont allumées en moi comme un feu, mais il s'est vite ressaisi. Son poing a frappé mes côtes. Je me suis plié en deux, mais je suis resté debout. La douleur rugissait dans ma poitrine. Arrête. La voix d'Elry a craqué, mais l'autorité qu'elle contenait a tranché net dans la nuit. L'homme a fait une pause. Il a regardé le vieil homme dans le fauteuil roulant. Il y a vu quelque chose. Peut-être de la honte. Peut-être de la pitié. Il a reculé, le souffle lourd. Ils ne vont pas s'arrêter, Cad, a-t-il dit. Pas ce soir. Pas après ça. Puis il est retourné à sa voiture. Je suis resté immobile, chaque nerf en alerte. Il n'est pas parti. Il s'est éloigné de 50 mètres, a éteint le moteur, mais est resté là, feu éteint, observant, une ombre à l'aube naissante. Je me suis affalé à côté d'Elry, le testament toujours à la main, le cœur battant. Il a tendu la main, a touché mon bras et a chuchoté, il y a autre chose que je ne t'ai jamais dit, et ils ne doivent pas le découvrir. Je me suis agenouillé à côté de lui sur le bitume froid, me préparant alors qu'il commençait à raconter le seul secret qu'il avait juré d'emporter dans sa tombe. Ses doigts se sont faiblement enfoncés dans ma manche, comme s'il s'ancrait à ce moment. Son souffle était court, irrégulier. J'ai attrapé ma veste sur le siège arrière et l'ai drapée sur ses épaules. Il frissonna quand même, non pas à cause du froid, mais de ce qu'il s'apprêtait à dire. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné là-dedans, chuchota Elry. Pas comme ça.
Ce n'est pas toi qui m'as entraîné. Ce sont eux. Il a esquissé un petit sourire triste, mais n'a pas discuté. Je l'ai remarqué pour la première fois en mars, a-t-il poursuivi, la voix fragile. Des retraits, discrets, espacés, juste assez pour ne pas déclencher d'alerte, mais ce n'est pas moi qui les autorisais. Ma poitrine s'est serrée. Je pensais que j'oubliais des choses. J'ai eu des moments de confusion, de fatigue. C'est ce qu'il voulait que je pense. Mais quand j'ai regardé de plus près, les signatures étaient falsifiées. Je connais ma propre écriture. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je savais déjà où cela menait, mais l'entendre à voix haute, c'était comme écorcher une peau. Ton père a utilisé mon nom pour créer une fiducie privée, a-t-il dit. Et ta mère. Elle a approuvé les transferts. Elle a fait en sorte que ça paraisse légal. Mes mains se sont serrées en poing sur mes genoux. Ils ont pris de l'argent qui ne leur appartenait pas bien avant de partir pour l'Europe. Ils préparaient le terrain, effaçaient les traces, se préparaient à me discréditer. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont utilisé, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Ils ont utilisé mon silence, ma loyauté. Les yeux d'Ellery étaient lourds de regrets. Ils espéraient que tu ne les remettrais jamais en question. Ils avaient tort. Il a levé la main, m'a touché la joue comme il le faisait quand j'étais enfant. Tu as toujours été celui qu'ils ne pouvaient pas contrôler. C'est pour ça qu'ils ont besoin de t'écarter. Avant que je puisse répondre, des bruits de pas ont crissé sur le gravier derrière nous. L'homme de main était revenu. Il se tenait à distance, les bras croisés, l'expression illisible. Son visage semblait différent maintenant, moins comme une arme, plus comme un homme qui vient de réaliser les dégâts qu'il a aidé à causer. Si vous êtes revenu pour finir ça, dis-je en me levant lentement, il faudra me passer sur le corps. Il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a levé les deux mains, paumes ouvertes. J'ai fini, a-t-il dit, la voix basse. Je n'ai pas signé pour ce genre de travail. Pour quel genre aviez-vous signé, ai-je demandé. Il a hésité. Pas pour ça. Le moment s'est suspendu jusqu'à ce qu'un faible ronronnement de moteur brise le silence. Des phares ont balayé le parking alors qu'un SUV noir entrait, soulevant une poussière qui devenait orange à l'aube naissante. Un autre joueur entrait en scène. Le véhicule s'est garé sans urgence. La porte s'est ouverte. Une femme est sortie. Talons hauts, manteau sur mesure, mallette en cuir. Elle ressemblait à quelqu'un qui réglait les problèmes avec une cruauté polie. Monsieur Harrow, a-t-elle dit en s'adressant à Ellery sans émotion. Je suis le docteur Marin. Je suis ici pour mener votre évaluation de compétences médicales. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas demandé d'évaluation, croassa Ellery. Elle sourit, un sourire clinique et pincé. Votre fils et votre belle-fille ont signé la demande en votre nom. J'ai pleine autorisation. Je me suis placé devant elle. Vous ne le touchez pas, ses yeux se sont posés sur moi. Entraver une procédure légale ne jouera pas en votre faveur, monsieur Harper. J'ai vu ce qui est légal, ai-je grogné. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Elle a ouvert sa mallette et a produit des documents, nets et froids. Voici les ordonnances signées et notariées. Je les ai parcourues. Mes yeux ont immédiatement repéré deux erreurs. La date de naissance d'Ellery était fausse de 3 ans. L'adresse indiquée était celle de la maison que nous avions déjà fui. Vous avez falsifié ça, ai-je dit. C'est bâclé. Pour la première fois, son expression s'est fissurée. Derrière moi, Ellery a dit fermement, je refuse l'évaluation. Elle n'a pas scié. Le refus est noté au dossier comme prévu. L'homme de main s'est avancé. Il a dit, non, ça suffit. Le docteur Marin s'est tourné vers lui. Vous êtes payé pour observer, pas pour parler. Plus maintenant, a-t-il dit. J'ai fini de faire partie de ça. Elle a mis la main dans son manteau pour prendre son téléphone. J'ai bougé avant même de réfléchir. Je le lui ai arraché des mains et l'ai projeté au sol. Il s'est brisé sur le bitume, les batteries s'éparpillant. Ça va ruiner votre famille, a-t-elle sifflé. Je me suis approché. Ils l'ont déjà fait eux-mêmes. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis, doucement, elle a reculé, s'est dirigée vers le SUV sans un mot de plus. Le moteur a rugi et elle a disparu sur la route, laissant une traînée de poussière et une odeur d'échec.
L'homme de main se tenait à côté de moi. Vous avez peut-être quelques heures avant qu'il n'essaie autre chose. Nous serons prêts. Il a hoché la tête une seule fois. Pas une promesse, juste une reconnaissance. Puis il s'est tourné et s'est éloigné dans la lumière naissante, sa silhouette se réduisant à une ombre alors que le soleil franchissait enfin la colline. Je me suis retourné vers Ellery. Son visage était pâle, sa respiration laborieuse, mais ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis le début de tout ça. De la résolution. Il est temps de mettre fin à tout ça, a-t-il dit en me serrant la main. À nos conditions. J'ai soutenu son regard. Plus de fuite, ai-je répondu. Nous avons tous les deux regardé vers l'est, vers la lueur rosée du matin. Le temps de se cacher était révolu. Alors que le soleil commençait sa lente ascension derrière la station-service, baignant le bitume fissuré d'une lumière pâle et indulgente, je me suis éloigné d'Ellery et j'ai sorti le téléphone prépayé. Mes mains ne tremblaient plus. Je savais exactement qui j'allais appeler. Le shérif a décroché après la deuxième sonnerie. « Bonjour », a-t-il dit, semblant déjà alerte malgré l'heure matinale. « C'est à propos d'Ellery ?»« Oui, monsieur », ai-je dit. « Et bien plus encore. » Je lui ai donné la version courte. Tentative de fraude, poursuite, falsification, et un médecin essayant de forcer une évaluation avec des documents falsifiés. Son ton s'est durci au fur et à mesure que je parlais, moins de surprise que le son d'un homme réalisant qu'un feu couvait sous son porche depuis des semaines. « Nous vous attendrons », a-t-il dit. « Venez directement ici et apportez tout ce que vous avez. » Il nous a fallu moins de 20 minutes pour atteindre le bureau du shérif. L'homme de main nous a suivis tout le long, ses phares gardant une distance respectueuse. Quand nous nous sommes garés, il est resté un moment dans sa voiture, puis est sorti, est entré et s'est tranquillement rendu. J'ai aidé Ellery à sortir du siège passager. Il était fatigué, mais droit, sa prise sur mon bras toujours ferme. À l'intérieur du poste, les choses se sont déroulées rapidement mais calmement. Le shérif connaissait Ellery depuis des années, assez pour le regarder dans les yeux et le croire sans avoir besoin d'être convaincu. Pourtant, les formalités devaient être accomplies. Un adjoint lui a offert de l'eau et un siège. Je suis resté à côté pendant qu'Ellery racontait son histoire, la voix rauque mais claire. Ils ont utilisé mon nom, a-t-il dit. Ils ont utilisé ma confiance. Ils ont utilisé ma propre famille. Il a tout exposé. Comment il a découvert les retraits, les documents falsifiés, les menaces. Il n'a pas flanché en prononçant les noms de mes parents. Le shérif a expiré profondément quand il a fini. C'est plus gros que ce que nous traitons habituellement, mais je vais passer quelques appels. Ça remonte à l'État. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté, le posant sur le bureau, le téléphone prépayé avec les textos de ma mère, les formulaires frauduleux que le docteur Marin avait essayé d'utiliser, et le testament original que l'homme de main m'avait remis. Bon sang, marmonna le shérif en parcourant les documents. 1 heure plus tard, une avocate locale nommée Meg Harvey est entrée. Le shérif l'avait appelée, une spécialiste des cas de maltraitance des personnes âgées. Elle était calme, le regard vif, et n'a pas perdu de temps à parcourir les dossiers. « Vous avez fait ce qu'il fallait » m'a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Je ne cherchais pas une médaille. En milieu de matinée, le shérif est revenu de son bureau avec un téléphone à la main. Un message vocal est arrivé juste avant l'aube, de vos parents. Il a appuyé sur lecture. La voix de ma mère s'est répandue, douce comme de la soie, et tout aussi froide. « Shérif, j'appelle avec une préoccupation urgente. Mon beau-père est instable, confus, paranoïaque. Nous craignons pour sa sécurité et celle des autres. S'il vous plaît, intervenez avant que la situation ne dégénère. » Elle avait l'air d'avoir répété, comme si elle avait pratiqué le script devant un miroir quelque part en Europe en sirotant son café du matin. Je ne ressentais plus de colère, juste une finalité tranquille. Il n'allait pas s'arrêter, mais moi non plus. Plus tard, je me suis assis en face d'une enquêtrice de l'État dans l'une des salles annexes du poste. Je lui ai tout raconté, en commençant par cette nuit au sous-sol où j'ai entendu l'ombre bouger pour la première fois. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste hoché la tête, griffonné des notes, me laissant enfin dire la vérité qui pourrissait derrière mes côtes depuis trop longtemps. À midi, Ellery a subi une évaluation médicale volontaire complète par un médecin agréé appelé d'une ville voisine. Il a fallu moins d'1 heure pour que le rapport soit tapé, signé et tamponné, pleinement compétent.
Aucun signe de démence, aucune instabilité mentale. La tentative de le discréditer venait de devenir la pièce à conviction numéro 1. De retour dans la pièce principale, l'homme de main a fait sa déposition. Il n'a pas demandé de clémence. Il n'a rien édulcoré. Il a dit qu'il avait été engagé, qu'on lui avait dit d'extraire le grand-père discrètement, et qu'il avait été trompé sur l'étendue de ce qui se passait. Je ne savais pas que les papiers étaient faux, a-t-il dit. Je ne savais pas qu'ils étaient allés aussi loin. Je l'ai cru. Je ne lui faisais pas confiance, mais je l'ai cru. En début d'après-midi, les rouages juridiques se mettaient en marche. Des ordonnances de protection d'urgence ont été déposées pour Ellery. Une mise sous séquestre a été placée sur la succession en attendant une enquête pour fraude. Le shérif a tout soumis au bureau de l'État. La justice n'avait pas encore été rendue, mais elle avait été convoquée. Juste au moment où je pensais que la journée pourrait se terminer sur cette note, le shérif m'a tendu un petit enregistreur audio. Ça est arrivé il y a quelques heures, a-t-il dit. De l'avocat de votre mère. J'ai appuyé sur lecture. Tu as rendu les choses plus difficiles que nécessaire, a dit la voix de ma mère. C'était tout. Pas d'excuses, pas de regrets, juste une dernière tentative de contrôle. J'ai effacé le message sans un mot. Non pas par dépit, mais par apaisement. Ellery a demandé si nous pouvions nous asseoir dehors, alors je l'ai poussé en fauteuil roulant jusqu'au petit jardin derrière le bureau du shérif. Il y avait quelques bancs en bois et une parcelle de gazon d'hiver, encore humide de rosée. La lumière du soleil réchauffait son visage et pour la première fois depuis des jours, il a fermé les yeux et a simplement respiré. Ça fait du bien, a-t-il murmuré. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis il a dit, tu sais, la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton nom. C'est ceux qui sont à tes côtés quand quelqu'un essaie de tout te prendre. J'ai ravalé le hochement de tête dans ma gorge. Il avait raison, et il l'avait toujours eu. J'ai pensé au nombre d'années que j'avais passé à chercher leur approbation, à me contorsionner pour devenir quelqu'un de plus calme, de plus obéissant, de plus digeste. Mais je n'étais plus leur projet. J'étais le mien. Plus tard dans l'après-midi, en présence de l'avocate, Ellery a signé de nouveaux documents juridiques, clairs, transparents, contraignants. J'ai été nommé son exécuteur testamentaire et unique héritier. Non pas parce que je l'ai demandé, non pas parce que je l'ai mérité par le sang, mais parce que nous nous sommes serrés les coudes quand ça comptait. Il y aurait des audiences, des dépositions, peut-être même de la prison pour mes parents. Mais ces batailles pouvaient attendre. J'ai ramené Ellery à la voiture lentement, poussant son fauteuil le long du chemin pavé. Le soleil était encore chaud, l'air vif. Quelque chose dans ma poitrine semblait plus léger. Je n'ai pas gagné parce que je me suis battu plus fort. J'ai gagné parce que j'ai finalement compris que protéger les gens qui comptent est le seul héritage familial qui vaille la peine d'être conservé.